Salut tout le monde, bienvenue dans cette première édition de Plus Bruyant avec Tabibian, même si le titre va probablement changer d'ici quelques jours. J'avais pensé à ça au départ, mais je pense que je vais aller vers autre chose, parce que j'ai une autre émission encore en préparation pour laquelle ce titre, qui est un clin d'œil à Crowder, correspondrait bien mieux. Vu que c'est la première, je vous explique brièvement le principe. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'émission sur Twitch lundi dernier, tous les lundis, je vais organiser une sorte de reboot de Ça se dispute de la grande époque, avec Pierre-Yves Rougeron et Georges Kuzmanovic pour représenter la droite souverainiste et la gauche souverainiste. Deux invités aux positions politiques en règle générale séparées, mais qui se retrouvent parfois sur beaucoup d'analyses de sujets. Et là, en l'occurrence, ils ont été quasi exclusivement d'accord. Dans cette première édition, on a décidé de parler des dernières dynamiques de campagne. Les sondages, les derniers sondages sont-ils crédibles? Est-ce que les chiffres correspondent selon les invités qu'on a reçus à la réalité de la campagne? L'émission est divisée en trois parties. Dans la première, on a parlé essentiellement de Macron et de Zemmour. Dans la troisième partie, on est revenu sur Mélenchon et tout le cœur de l'émission a été aussi le centre, la deuxième partie, si je puis dire, de essayer de prospectiver sur quelle pourrait être la reconfiguration du paysage politique français après ces élections, qui sont ceux qui préparent depuis un certain temps des coups de Trafalgar dans l'ombre, des gens dont on entend plus forcément parler, mais qui vont revenir probablement au centre de l'actualité de ces prochaines années. Alors, c'est une émission, je vous rappelle le principe, elle est totalement improvisée, on sait de quoi on va parler, mais on ne sait pas ce qu'on va dire. Il n'y a pas de choses qui sont prévues à l'avance, c'est une émission toute jeune, vraiment, c'est pour ça que vous verrez, c'est un petit peu déstructuré, c'est vraiment du talk. Alors, je sais que les militants politiques des uns et des autres seront parfois outrés par les propos des uns et des autres, particulièrement quand on invite un invité de gauche et un invité de droite, ça c'est sûr que ça arrivera, mais vraiment le contrat de cette émission-là, c'est de réussir à créer du débat, à créer de l'analyse, que vous soyez d'accord ou pas d'accord avec les intervenants. Y a des gros soucis de son, ça aussi il faut que je vous le dise, parce que c'est la première fois qu'on faisait l'émission à 3 micros, c'est pendant les 5 premières minutes que ça cafouille. 4 secondes vers la fin, donc on a dû couper un petit bout, mais c'est pas grave. C'est la première fois qu'on faisait l'émission à 3 micros, donc du coup on va arranger le truc, vous inquiétez pas, et dès la prochaine émission, on aura tous les 3 déjà le même micro, pour que ce soit beaucoup plus simple. Merci à tous. C'est une émission, encore une fois, vraiment en construction, donc il y a beaucoup de choses à retravailler, une identité à trouver, mais ce premier jet, je voulais le partager avec vous, parce que pendant le live, vous étiez en feu, vous avez adoré, même ceux qui n'étaient pas d'accord avec les intervenants. Voilà, donc c'est cool, c'est super. Merci à vous d'avoir été là. Je retourne bosser, parce que là, j'ai la fin du montage à terminer de l'émission d'hier avec Alexis Poulain, et il y a le top pour demain. Là, je viens de recevoir les dernières rushs de Pierre Gentillet, qui participe aussi au top 10. Voilà, sur ce, gros bisous, merci Cognac G, à vous les studios, j'en peux plus, vivement que toutes ces conneries s'arrêtent, ou en tout cas qu'elles repartent, à très vite. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette première édition de Plus Bruyant avec Tabibian, l'émission que je vous avais annoncée depuis un gros moment. Alors pour l'instant, on se dirige vers une sorte de reboot de 16 disputes de la grande époque, et voici donc mes versions mises à jour ce soir d'Éric Zemmour et de Nicolas Doménac. Comment allez-vous, messieurs? Je vous ai fait une présentation au top, je vous jure. Pierre-Yves Rougeron, Georges Kuzmanovic, est-il utile de les présenter? Oui, ça a commencé, directement. Tu préfères qu'on t'appelle Nicolas, du coup, ou Georges? En fait, je suis vénère, vraiment. Je pense que je suis plus vénère avec toi aujourd'hui. Ouais, il t'est arrivé un petit truc, là. Faut pas il t'est arrivé un petit truc. Donc, Georges. Georges, très bien. T'avais un petit truc. T'avais un petit coup de gueule à passer avant qu'on commence. Un coup de gueule, c'est pas la première fois. Vas-y. On va parler des élections. Et l'un des sujets principaux des Français, c'est la santé. Et qui est mis habilement de côté, en particulier par ce gouvernement. Or, je viens aujourd'hui à nouveau de passer 8 heures dans les urgences avec ma dernière fille, qui a une cyanose. Alors, je rassure tout le monde, il n'y a finalement rien de grave, mais c'est 8 heures et c'est tout un tas de tests et d'analyses qui sont durs à faire parce qu'il n'y a pas assez de personnel et qu'on voit bien les infirmières, elles sont là, et les infirmiers et les médecins sont sur des shifts de 24 heures. Ils ont des doubles poches sous les yeux, ils sont crevés, ils ne sont pas assez nombreux. C'est hôpital Necker, hein, c'est pas je sais pas où, c'est au milieu de Paris, à côté des Invalides. Il y a plein de gamins. Alors oui, sûrement, il y a des gamins qui ne devraient pas être là parce que les parents les amènent pour des conneries, mais il y en a qui ont un paquet de trucs visiblement sévères. Il n'y a pas assez de gens pour traiter. Dans Paris, 5e puissance mondiale. Je l'ai fait cette année avec mon père, 13 heures aux urgences. Après une annonce d'AVC
Et c'est le SAMU qui l'amène en demandant de faire un IRM. Et puis, au bout de 13 heures, il n'y a pas d'IRM, il y a un scanner. Puis, au bout du scanner, il faut attendre encore 2 heures les résultats. Donc, vieux bonhomme, hein, quand même, 70 ans passés. Le truc arrive, ordonnance pour aller faire un IRM. Voilà, on est chez les fous. Donc, l'hôpital public est détruit. 1 an avant le Covid, ils étaient en grève tous et ils prévenaient qu'ils n'avaient pas les moyens pour mener à bien leur mission de service public auprès des Français. Rien n'a été réglé. Le Ségur de la santé, ça a été une farce qui a permis de lancer des aumônes à 183 € et encore à pas à tous les soignants. Et voilà, c'est le délitement organisé de l'hôpital, comme celui de l'école, comme le reste des institutions publiques françaises. C'est la destruction du service public, ça en marche. En marche accélérée si Emmanuel Macron repasse. Voilà. Et moi, ça m'énerve, parce que c'est le cœur de ce qui fait quelque part aussi notre identité. Et puis, la mortalité infantile augmente. Voilà. Alors, pour ceux qui connaissent Emmanuel Todd et les conséquences de l'augmentation, l'indicateur de ce que veut dire l'augmentation de la mortalité infantile, c'est pas très très bon pour le pays qu'est la France. Non. Voilà. Non. Je suppose que c'est pas un constat que tu vas remettre en question. Et donc, je suis désolé, on avait commencé il y a 1h30, mais c'est de ma faute, je vais faire reculer tout le monde. Ah bah non, justement, c'est pas de ta faute, c'est ce que tu viens d'expliquer. Voilà. Donc ça, il n'y a pas de souci. J'ai vécu une situation il y a 1 mois et demi avec ma fille, exactement la même chose pour une enfant de 7 ans. Donc, j'ai bien vu que... Puis bon, moi, ma famille entière vient du milieu médical, donc je vois à peu près l'étendue des dégâts. Dans médecine de ville, médecine de campagne, médecine hospitalière. Bon, voilà, c'est devenu une variable d'ajustement, malheureusement, comme une autre en système euro-mondialiste. Et on se dirige vers la liquidation progressive de tous les acquis de santé. Oublions pas une chose, l'état des populations occidentales régresse. C'est déjà très visible aux États-Unis qu'il y a l'effondrement de l'espérance de vie, et ça nous pend au nez, et ça ne va pas nous pendre au nez longtemps, ça va devenir une réalité rapidement. Une réalité qu'il faudra rajouter à la longue liste des choses dont il faut s'habituer, c'est ce que nous disait déjà Valls à l'époque, oui, le terrorisme, l'espérance de vie, donc maintenant, le Covid, l'état d'urgence, ça va faire beaucoup. La baisse du pouvoir d'achat, je pense qu'il va falloir qu'on s'habitue à plein de trucs. C'est un homme qui nous a fait nous habituer à plein de trucs. La preuve, il nous fait même nous habituer à sa propre ignominie, vu que maintenant il prend des selfies partout pour trouver du boulot. Donc il a bien dit, va falloir s'habituer au pire. Et ben déjà s'habituer à Manuel Valls. C'est déjà un entraînement. C'était l'ex-patronne du MEDEF, dont le petit nom m'échappe tout à coup. Parizeau, Madame Parizeau, la bien nommée, qui disait l'amour est précaire. Pourquoi la vie ne serait pas et pourquoi il y aurait le travail garanti. Voilà, au bout d'un moment, les gens vont répondre, comme l'ont fait les Gilets jaunes, mais au cube, il n'y a pas de raison que le respect de l'ordre social soit lui aussi ne soit pas précaire. Ouais. Et donc, ceux qui sont en haut peuvent se retrouver cul par-dessus tête en bas, si ça continue comme ça. On disait que les gens allaient devoir s'habituer, mais visiblement, ils ont envie de s'habituer, si on en croit les sondages. En tout cas, ça va être le sujet de cette première partie d'émission, ou de l'émission même en je crois pas, au bout de 2 heures à l'hôpital, là, il y a un vivier de révolutionnaires. Ouais. 3/4 des parents, ils étaient chauds, là. 4 heures, au bout de 4 heures, c'était, les fourches et les pics étaient pas loin. Et pas contre l'hôpital. Pourquoi il y a ce bordel, là, en fait? Non, les gens n'en veulent pas, je pense, à ces soignantes qu'on a accusées d'être responsables. Puis ça se voit qu'ils font de leur mieux, quoi. Ouais. On les a applaudis on a été cohérents, on les a applaudis à notre fenêtre et après on a envoyé les compagnies de CRS les applaudir. Ouais. On n'avait pas fait pareil avec les flics ou un truc, on les avait applaudis après les pompiers. C'était les pompiers à qui on a envoyé la milice. Ouais. Sauf que les pompiers, eux, mettent des vestes en cuir lourd et un casque, et puis tout d'un coup, puis comme ils mesurent 1m80, ils sont un peu costauds. Alors justement, est-ce que les gens, ils ont envie de s'habituer à ça? Est-ce que les gens, ils ont envie de s'habituer à Emmanuel Macron? En tout cas, si on en croit les derniers sondages, il y a 30% de gens qui ont envie de s'y habituer. Si on en croit le dernier sondage, donc des intentions de vote du 20 minutes, donc c'est le 20 minutes, on lui accordera la confiance qu'on veut. Macron 27, Marine 20, Mélenchon 15, Valérie Pécresse et Zemmour au coude à coude, 10 pour la première et 9 pour le second. Et là, je comprends pas. Je comprends pas parce qu'on a 100 000 personnes au Trocadéro et 9% dans les sondages. C'est la première question, c'est la première partie de l'émission. Est-ce que pour vous, le vote Zemmour a été surcoté ou pas?
Parce que Mélenchon 15, Zemmour 9, c'était l'inverse il y a encore 3 semaines, un truc comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous, là, si je vous dis un Macron 27, un Marine 20, un Mélenchon 15, un Pécresse 10 et un Zemmour 9, qu'est-ce qui est crédible, qu'est-ce qui n'est pas crédible selon vous? D'abord, moi je suis inquiet pour la campagne TikTok d'Emmanuel Macron. Ouais. Et il faudrait quand même lui venir en aide, parce que ce serait dommage de rater. Et donc, moi je lui conseillerais de contacter une agence de conseil bien connue qui s'appelle McKinsey, qui pourrait peut-être lui proposer une action avec des gens comme Carlito et McFly, et peut-être qu'ils pourront l'aider. Ah bon? Mais ça n'a pas marché. Ah. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Les carottes sont cuites alors. Les carottes sont cuites. Enfin non, elles sont à 30. Oui, non, Enfin à 27. À 27, il perd quoi? Il a perdu 3 points là ces derniers jours. Surcoté ou pas surcoté Macron, Zemmour, qui pour vous? Là, si je vous dis Macron 27, Marine 20, Mélenchon 15, Valérie Pécresse 10, Zemmour 9, qui est à sa juste place selon vous? Tout est crédible. Tout est crédible, sauf peut-être le score de Pécresse, parce que qu'elle soit pas plus bas. Ensuite, bon, comme elle fait voter les chenilles, on ne sait jamais. Donc, on ne sait jamais. En plus, on est quand même en France, un pays où il y a le plus d'animaux domestiques d'Europe. Ouais. On est grands amoureux de chiens et chats, donc elle a encore toutes ses chances. Sans compter les moutons. Oui, mais les chats votent plutôt. Oui, mais les chats votent Marine. Donc, les chats votent Marine. Voilà, évidemment, le caractère félin et le fascisme, ça va ensemble. Mais donc, le problème, toute personne qui a vécu avec un chat le sait. Hein. Donc, c'est plutôt anarchiste. J'en témoigne, c'était hier, ça. J'ai eu un peu de retard sur les croquettes. Mais, mis à part Pécresse, c'est crédible pour une raison, c'est qu'à un moment, il faut voir les dynamiques sociales des uns et des autres. Macron, c'est la classe bloquante. C'est-à-dire, c'est la classe comprador et c'est la classe âgée. C'est-à-dire, en plus, nous avons toutes les études sur l'électeur macroniste moyen. Quelqu'un qui n'est pas politisé, que la vie de la cité n'intéresse pas, mais qui ramène sa fraise de toute façon parce qu'il a des intérêts personnels à faire valoir. C'était une étude qui était parue, je crois, qui avait été commentée dans Marianne il y a 1 mois et demi, je crois. Donc, l'électeur macroniste, c'est l'électeur bloquant qui concentre tout l'ancien cercle de la raison, pour parler comme Alain Minc. C'est-à-dire tous ceux qui veulent maintenir l'héritage euro-boomer qui étaient au centre droit et au centre gauche et qui ont aggloméré, c'est pour ça d'ailleurs que tout le reste de la vie politique mainstream et pro-système aujourd'hui ne pèse plus rien, parce qu'il est devenu l'égout collecteur des classes euro-parasitaires. Bon, point. C'est lui à la rigueur, que ce soit un vote bloquant, c'est tout à fait normal. Il a pris Bayrou, la nuit des seconds couteaux du Parti socialiste, l'ensemble de la droite molle. Bon, à la fin, oui, ça peut faire 27. Oui. Ouais, toi, tu es aussi pessimiste que ça sur... Parce qu'on a des gens qui n'y croient pas au 27 de Macron. Non, mais c'est l'analyse... Il n'a pas tant de réserve que ça, maintenant. C'est le problème, oui, ça. Pour lui, le problème, ce sera la réserve. Mais c'est l'analyse qu'a fait Christophe Guilluy sur la France d'Arro, la France périphérique. C'est l'analyse qu'a fait Godard en Grande-Bretagne, avec les gens d'ici et les gens de nulle part. C'est l'analyse qu'a fait Thomas Frank, le journaliste de gauche, qui explique l'évolution du vote aux États-Unis, en particulier dans les catégories populaires. C'est qu'il y a une classe que tu as appelée comprador, en tout cas une classe bourgeoise, capitaliste, qui est gagnante de la mondialisation, qui est déjà ailleurs, qui se sent ailleurs, et ils ont un socle de ceux qui travaillent pour eux qui est de 20%, et il est en béton armé, plus les retraités qui votent pour Emmanuel Macron. Maintenant, concernant le pourcentage par rapport aux manifestations. Bon, moi, il se fait que j'ai fait 2 campagnes présidentielles avec Jean-Luc Mélenchon. Et en 2012, il y avait eu la première marche du mois de mars. Je crois que c'était le 18 mars, sur la Bastille, pour la 6e République. Bon, dans nos rêves les plus fous, on pensait qu'il y aurait 50, 60 000 personnes. On s'est retrouvé à 150 000. Ouais. 150 000, au point où Mélenchon a dû réduire son discours à très court, parce que les gens, il n'y a pas de place sur la place, il fallait en même temps évacuer la place, alors que les gens étaient encore à Nation. Donc c'est absolument colossal, ça pulvérise largement ce qu'il y a eu pour Éric Zemmour au Trocadéro, mais ça a fait 11,5 derrière. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une mobilisation militante, oui. Et c'est un public de droite en plus, il est dressé à venir, manifester sa discipline. Voilà, et aussi... C'est pas tout à fait vrai.
En tout cas, il y a une mobilisation militante qui ne correspond pas toujours à un effet, en tout cas pas à 100%, un effet dans les urnes. Ouais. Donc, que Mélenchon soit à 15%, moi, ça me semble pas du tout improbable. Et il peut augmenter, il peut y avoir un vrai vote. Des gens se disent, bon, non, qui sont de gauche, qui veulent démater Macron, se disent, bah non, tant pis, je suis pas d'accord avec tout, je préfère Jadot, je préfère Machin, je préfère Roussel, mais je vais voter quand même Mélenchon parce que c'est le seul qui, objectivement, a une petite chance qui arrive qui est de au gauche second aussi, tour. hein. Oui, je parle de fait, gauche. Quoi. Jadot se cache à peine d'être une force de réserve de Macron en vue d'un prochain gouvernement, ou en tout cas d'une forte volonté de bosser dans le privé. Anne Hidalgo, elle est inexistante. Et après, Zemmour, il y a un truc quand même, Zemmour, c'est la création d'un candidat, c'est le manufacturing consent. Il est créé de ex nihilo. Enfin, pas ex nihilo, il écrit, il a une popularité, mais il n'y a pas de parti politique, il n'y a rien derrière. Et c'est pas exactement la même chose qu'une Marine Le Pen ou un Mélenchon qui avait fait 20% la dernière fois. Oui, mais qu'un Donc, Macron qui, lui, est aussi créé de ex nihilo, il est à 27. Oui, mais il n'est pas tellement créé d'ex nihilo. D'abord, il était, quand on a dit il est nouveau et frais en politique, le bonhomme avait été conseiller principal un des principaux conseillers de François Hollande, et comme on le sait, des déclarations de François Hollande à la manœuvre sur la vente d'Alstom, hein, enfin, rien que ça. Et puis il a été ministre de l'économie. Bon, il sortait pas non plus de nulle part. Il était secrétaire de la conférence Attali sous Sarkozy, donc il n'est pas oui, non enfin, plus. voilà. Il connaissait qui il fallait Puceau, connaître. Oui. Bon, On dirait l'autre, il gérait pas un kebab à Bobigny. voilà. Mais Zemmour, beaucoup plus. Par contre, Zemmour a profité de ce que font les médias. On le voit avec tous les sujets, que ce soit le Covid, que ce soit l'Ukraine, que ce soit Zemmour. C'est une surfocalisation sur un sujet, jusqu'à ne plus savoir quoi en dire d'autres, mais en parler tout le temps, commenter tout le temps, surexagérer. Et comme j'avais déjà dit à d'autres journalistes, si on avait fait 4 mois en parlant tous les jours du problème de pollinisation des abeilles, et qu'il y avait un milliardaire qui soutenait Maya l'abeille, elle serait à 15% dans les sondages, Maya l'abeille. Si on vous en parlait tout le temps, tous les jours, on dit c'est ça le problème principal, c'est est-ce qu'on va pouvoir polliniser les fleurs ou pas. Il y a une chance que ce soit un sujet principal pour les gens. Voilà. Et donc c'est aussi comme ça qu'on crée des carrières politiques. C'est ce qui a été fait pour Macron. Quand on regarde le nombre de couvertures en 2016, 2017 pour la candidature d'Emmanuel Macron, 27 000 articles de presse. Colossal. Regarde En Zemmour. combien de temps ? En 1 an et demi de campagne. Oui, 27 000 articles de presse. Jusqu'à l'échelle monde. Quand le journal argentin El Nación est obligé de faire sa première page sur Emmanuel Macron, t'imagines le résultat pour l'Argentin de la rue. Ils ont arrosé le monde entier. On ne se rend pas compte de ce qui a été fait pour faire élire Emmanuel Macron. Ouais. Et si tu veux, c'est là où, si tu veux, tu as la création d'un candidat par ce type-là. Dans le cas de Zemmour, et d'ailleurs c'est l'une des limites de l'opération Zemmour, c'est de croire qu'un lecteur et un électeur sont la même chose. C'est pas vrai. On me disait, il a vendu 150 000 livres, etc. C'est tout chousse. Non, c'est pas tout chousse. Un lecteur et un électeur, c'est pas la même chose. Or, le problème qu'a eu, je pense, la campagne Zemmour, parce que je pense qu'il a baissé par rapport à ses propres fautes de campagne. Lesquelles pour toi ? Moi, je pense qu'il y en a eu 3 qui ont été coup sur coup. D'accord. Le premier, c'est qu'il a fait la même erreur que Marine. Ça, c'est une erreur de fond. Parce que les 3 dernières fautes de campagne sont tributaires de son erreur de base, qui est un mauvais choix d'angle social. C'est-à-dire qu'il a cru à la loyauté de l'électeur de PACA. Or, le bourgeois de droite de PACA, il a trahi Le Pen pour Maigret, Maigret pour Le Pen pour Villiers, Villiers pour Marine Le Pen, Marine Le Pen, Villiers pour Le Pen père pour Sarkozy, Sarkozy pour Marine Le Pen pour Emmanuel Macron le plus souvent au 2e tour la dernière fois, et là, il prend Zemmour et il ira ailleurs. Parce que, tout simplement, il s'encanaille à dire « oui, j'en ai marre des basanés », et après, il rentre dans le lit conjugal, et comme les draps sont plus faits chez les Républicains, ce qui est normal parce qu'il n'y a plus que Douglas, pauvre petit clébard, pour les faire, eh bien, il va directement à LERM. Donc, le problème, c'est que... Et résultat, il reste les buts témoins du sarkozysme sécuritaire, type Ciotti. Or, à partir de là, il ne pouvait y avoir... Moi, je pensais que ça allait avoir lieu avant.
Et en réalité, cet électeur-là a tenu Éric pendant longtemps pour une seule raison, c'est que il n'y avait pas de menace de gauche pour cet électeur-là. Parce que pour lui, Macron, c'est la droite, à tort ou à raison. Pour lui, Zemmour, c'est la droite, et Marine, c'est malheureusement la droite populaire, ce serait la droite populaire dans son esprit, mais c'est quand même la droite. Donc il n'y avait pas de menace de gauche, donc il est resté zémourien assez longtemps, mais parce que Zemmour a confondu professionnalisation et embourgeoisement, exactement la même erreur que Marine sur le sens de la dédiabolisation, eh bien, quand on lui a mis Poutine dans la figure, l'électeur de droite veut être dans la respectabilité c'est l'occidentalisme, et donc il rentre à la maison. 1. 2. Zemmour fait une erreur, il baisse son pantalon sur cette question-là au lieu d'expliquer sa position, et là il perd le cœur de son électorat qui vaut mieux que ça. Deuxième chose, dernier point, il cède sur l'affaire des réfugiés ukrainiens, ce qui a le double effet qui se coule, c'est-à-dire qu'immédiatement on lui fait remarquer, ok, ceux-là vous les acceptez pas les autres, c'est donc un problème de race, ce qui va donner cette scène terrible où il y a une jeune femme d'origine certainement gabonaise ou sénégalaise, qui dit en fait, c'est pas les immigrés que vous voulez pas, c'est des gens comme moi. Il a la bêtise de répondre oui, et ça, je pense qu'il y a un déclic en France. C'est que tu peux tout à fait être, et tu as de très bonnes raisons pour ça, opposé à l'immigration. Dès que ça s'engage sur ce terrain-là, les Français décrochent. Mais c'était déjà visible, parce que quand il te dit je veux réserver les aides sociales je veux limiter les aides sociales ou les couper aux extra-européens. Je veux dire, mais pourquoi extra-européen? Exactement le même problème. Immigré, tu peux dire État-nation, extérieur à État-nation, mais là, du coup, la ligne identitaire se voit. Et elle est assumée, puisqu'il croit à la civilisation européenne. Non, mais c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Donc c'était déjà visible. C'était déjà visible, mais là, le choc de l'image. Oui, parce que. C'est une petite nana qui a aucune raison de s'en prendre à elle, tu vois. Et la phrase est dure. Et je pense qu'il l'a même pas vue. Et l'affaire Poutine, en dehors de sa position, qu'on soit d'accord ou pas, le problème c'est que tout le monde s'est bien rendu compte qu'il était assez faible en géopolitique. Et quand on est dans une période de tension, de guerre, de conflit, d'affrontements justement géopolitiques et économiques au niveau mondial, tous ceux qui sont faibles sur ces questions-là sont immédiatement disqualifiés. C'est aussi pour ça que Mélenchon remonte. Parce qu'il est bon sur la question. Or, c'est la question principale du président de la République ou de la présidente. C'est pas les autres questions, c'est celle-là. Et puis l'autre problème, je pense, d'Éric Zemmour, c'est que quand même, il est pas populaire. Enfin, son programme, c'est un programme libéral, conservateur, qui ne peut pas plaire aux catégories populaires. Or, les sondages qui ont été faits, les premiers sondages, c'était avant janvier, évidemment, et il était très haut. Or, les catégories populaires se mobilisent dans l'élection présidentielle après les fêtes, fin janvier. Là. Et les gens, quand même, lisent les programmes, ils ne sont pas complètement que cons. Hein. Enfin, on l'a vu avec le traité constitutionnel européen, ils sont fadés un bouquin très épais, incompréhensible, et ils l'ont analysé, ils ont voté non. C'est pareil, quand ils voient que c'est quand même très, très orienté pour les héritiers, pour les grandes entreprises, et que c'est très très libéral économiquement, son programme. C'est plus conservateur. C'est le pari de la ligne Buisson, c'est-à-dire de réconcilier la bourgeoisie patriote avec l'électorat populaire, sauf que malheureusement la bourgeoisie patriote n'a jamais existé, et que les classes populaires, ça n'avait pas marché sur Sarkozy. Il a gagné, mais son électorat du Nord, il l'a jamais ramené avec cette stratégie. Et quand il s'agit dessous... Maintenant, j'ai un contre-argument quand même à te donner. Tu me dis, oui, les gens, Zemmour, ils baissent parce qu'ils voient qu'il est nul sur certains sujets. L'autre, elle est à 20. Elle n'est pas meilleure. Mais sur les catégories populaires qui, quand elles se mobilisent, ont d'abord une marque, Le Pen, RN ou FN, qui connaissent, il y a un vote populaire. Ils savent un truc, c'est qu'ils savent que c'est le vote anti-système garanti. Qui ça? Les gens qui ont voté Marine Le Pen. Imaginons qu'elle passe présidente, ils savent très bien que les institutions sont sabordées. Le pays rentre dans autre chose. Il n'y aura pas une élection législative qui va suivre, qui sera normale. Est-ce que Marine Le Pen va réussir à constituer une majorité? Ça sera tout le monde. La moitié des hauts fonctionnaires vont courir comme des poulets sans tête. Il y avait des cris d'orfraie, la bourse va faire. Je pense pas qu'il y aura un gros hashtag, il n'y aura rien en mode ils vont tous revenir au bercail en disant mais ça va finalement. Ça peut aussi.
Mais ça va pas se faire comme ça aussi, spontanément. Et on en revient à ce que je te disais. L'erreur de base, c'est le pari de la classe sociale. C'est le pari Buisson, qui en fait est la reprise du pari Maigret. Hein. Excuse-moi, parce que derrière ça, il y a quand même l'ombre de Bruno Maigret, quoi qu'on en pense. Or, ce qui veut dire quand même, c'est quand même pas les eaux les plus pures de la vie politique française. Désolé. Or, le grand souci, c'est que si on voulait, et c'était la seule utilité de la campagne Zemmour, qui était de déverrouiller l'électorat populaire par rapport au fait de coller à quelqu'un qui se contrefout d'eux et de leur avenir, qui est Marine Le Pen. Le souci, c'est qu'il a pris la ligne justement pour attirer El Famoso bourgeoisie patriote, si tu veux, que chacun voit... c'est comme le monstre du Loch Ness, tu vois, tous les 50 ans, tu as un mec qui par une nuit sans lune l'a vu. Bon, donc, et le problème, c'est qu'au lieu d'attaquer Marine sur cet électorat du Nord, qui lui n'est pas le bourgeois de PACA, lui c'est un électorat très fidèle. Je rappelle que quand Nicolas Sarkozy prend tout l'électorat sudiste à Jean-Marie Le Pen, le Front National Jean-Marie Le Pen termine aux alentours de 10, aux législatives il termine entre 4 et 5, il va pour être ruiné, c'est là où ils vendent le paquebot, enfin leur ancien siège, etc. Eh bien, l'électeur du Nord a sauvé Jean-Marie Le Pen. Ouais. L'électeur du Nord a sauvé Jean-Marie Le Pen. Or, de ne pas comprendre que si on voulait détruire la dynamique de bloc politique, de blocage, pardonnez-moi, politique, qu'est le Rassemblement national aujourd'hui, il fallait viser cet électorat-là. Le problème, c'est que je pense que les équipes d'Éric se sont dit trop de travail pour parler à ces gens-là, on ne sait pas leur parler, on n'a pas le logiciel, on s'en fout, terminé. Et puis pas que, il faut regarder qui tient la laisse. La laisse est tenue quand même par un monsieur Bolloré, qui est un milliardaire, qui est libéral économiquement extrémiste et très très conservateur. Il a son candidat, libéral économiquement conservateur. Il y en a qui sont en train de dire d'ailleurs qu'il est en train qu'il lâchera ou qu'il est déjà en train de lâcher Zemmour pour Marine si l'occasion se présente. Alors, c'est pas tout à fait ça, c'est que je pense qu'il a beaucoup utilisé Éric pour... Je vais donner un exemple simple. Vincent Bolloré a saigné le groupe Lagardère, et mis à part quelques journalistes de gauche qui ont écrit des bouquins, qui ont fait des articles pour pleurer, oui, il va avoir un pouvoir hors norme dans l'édition, parce que si tu prends l'Empire Lagardère, tu as le principal réseau de distribution de livres et de journaux en France. Bon, ok, les relayages chez lui, etc. Clac. Bon. Or, tu as remarqué que personne n'a hurlé ? C'est-à-dire que le fascisme immonde, etc., blablabla, la bête immonde qui monte. Aujourd'hui, tiens, l'un des principaux groupes est en train de mettre la main sur les principaux groupes de presse, et personne n'a hurlé. Et ça a été fait avec l'aval du château, l'aval de l'Élysée. Parce que tu peux pas flinguer le fils Lagardère sans que ça passe pas. Ce que nous a expliqué Rivoire la semaine dernière, tant Sarkozy que Hollande qui a eu beau dire l'inverse. Voilà, donc je pense que Bolloré a avant tout utilisé Zemmour comme un bélier, qu'il le lâchera si c'est son intérêt. Ensuite, il y a une part de conviction chez Vincent Bolloré tout de même, mais il y a une part de conviction idéologique. Ouais. Excuse-moi, les deux mots ensemble me paraissaient étranges. Si, parce que pour une raison, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'il a tout un passif, entre autres familial. C'est quelqu'un qui a vécu avec des réminiscences familiales lourdes, celles entre autres de l'homme qui l'a élevé, qui était tout sauf un résistant et un gaulliste en carton. Par contre, et puis ces expériences africaines l'ont beaucoup orienté idéologiquement. Par contre, c'est quand même la droite très dure, et je ne suis pas certain que ce soit en phase avec ce que le camp national français a besoin. Il faut quand même voir qu'au mois d'août, sur C8, il a insisté pour programmer à 20h un film anti-avortement, mais à l'américaine, fait par des évangélistes complètement cintrés. Des gens oui. Moi, je ne me souvenais pas de ce truc-là. C'est un peu passé comme ça, mais c'est le côté convaincu. Après, on passera pour des cons. Hein. Si Zemmour il nous sort un 15 ou un 17, on passe pour des cons. Non. Alors, l'hypothèse du vote caché, elle est possible. Est-ce qu'elle repose sur autant de gens ? J'ai du mal à le croire. Mais il ne faut pas oublier une chose. Il y a dans cette campagne 20% de gens sondés qui refusent de répondre. D'accord. Et ça, c'est... quand même, d'habitude, tu as toujours 5, 6, 7%. Tu vois, c'est comme les vrais abstentionnistes, c'est-à-dire quelqu'un qui te répond « je ne vote jamais ». Avant, la moyenne, c'était 6%.
c'est pas énorme. Je ne voterai jamais. C'est 6%. D'accord, C'est-à-dire les abstentionnistes de conviction. Florent Pagny, quoi. Voilà. Ah si, il l'a dit. Ouais, si tu veux, le jour où, Il a gardé ses le libertés jour de où penser. un bulletin de vote, où le bulletin de vote sera au dos de la déclaration fiscale, on en reparlera. Mais Macron, c'est pas moi. oui, remarque, on y arrive. On y arrive. Mais, S'il est censé qu'il veut garder sa liberté de penser et pas payer d'impôts, bah, toute logique, tu votes Macron. hein. mais Très bien. si tu veux, je pense. Mais il fume des pétards. Mais alors, il a quelque chose contre les pétards, Macron? Non, mais Je pense. bon, voilà, il essaye quand même. Mais par contre, si tu veux, je pense qu'il y a potentiellement un vote caché. Et d'ailleurs, peut-être qu'il faut lui souhaiter. Mais est-ce que ce vote caché pourra lui permettre d'être au second tour? Aujourd'hui, ça m'apparaît un peu compromis. Tout de même, et je pense qu'il n'a pas visé les faiblesses de son adversaire principal, Qui est Marine Le Pen, donc. qui était pour le premier tour Marine. Mais il n'a pas été aidé parce qu'au début, on est bien d'accord que pendant les 3 ou 4 premiers mois, la stratégie marchait. Marine Le Pen s'effondrait et Éric Zemmour était à 30% de vote de plus qu'elle, quoi. Enfin, elle était à 15, elle était à 10, quoi. Bah oui, mais malheureusement, il fallait pour ça prendre le cœur du front qui est l'électorat ouvrier. Ça n'a pas été fait. Et puis le On les a programme, pas c'est voulu. On ne maintenant- les a pas voulu. Point barre. Avec le programme de François Fillon, c'est difficile. Ah bah c'est sûr que c'est complexe, oui. Et Pécresse, Qui Bref. quand même. Non, mais attendez. Qui ça Est-ce qu'on a vu ça? Parce que je me souviens pas. Bon, là, alors oui, je précise parce que les gens ils disent oui, c'est une pub pour Jacques Delors. Non, c'est pour troller. Mais je me souviens pas dans l'histoire Non, c'est pour faire un politique clin d'œil au française. scandale des EHPAD. C'est d'accord. Je dis pas que parce qu'on aurait pu parler, on aurait pu se demander si Zemmour était le nouveau Lionel Jospin quelque part. Mais est-ce qu'on avait déjà vu quelqu'un passer de 17 à 10 Oh, t'as eu des effets. en 2 discours? Il est vrai qu'elle est C'est forte. une chute légendaire. Donc Pécresse, elle est où, quoi? Mes chers compatriotes, de métropole, des Outre-mer et de l'étranger, enfin, nous voici tous réunis. Vous m'avez manqué. Merci à la magnifique équipe de France qui m'accompagne. Bravo à elle. Merci à chacune et chacun d'entre vous de me donner votre énergie. Vous êtes toujours là. Votre affection me porte. C'est un privilège d'être votre candidat, de porter vos couleurs, même si, désormais, c'est au peuple de France que je dois me donner. Et c'est gênant. Hein. Comment on en est arrivé là? Parce que on n'a jamais eu. C'est un des enseignements, je trouve, de cette. Il y a 2 enseignements de cette campagne. On peut parler en général. Le premier, c'est la liquidation totale. C'était bien passé pour en parler, je pense, de tous les candidats souverainistes non identitaires. Non identitaires, parce que personne ne les a eu, les parrainages. D'aucuns me diraient Dupont-Aignan n'est pas identitaire. C'est le plus des 3. Plus que Asselineau, plus que Philippot et plus que toi, très certainement. Et puis le deuxième, c'est est-ce qu'on a déjà eu les 2 partis politiques les plus importants historiquement de France, qui sont l'ex-RPR et le PS, nous produire un tel niveau de nullité? Comment est-ce qu'on a pu arriver structurellement à produire Valérie Pécresse et Anne Hidalgo? C'est pas possible. Comment Ça on en est arrivé là? Ça s'explique très bien. Bah oui. Ça s'explique très bien. comment alors, si tu veux, Allez-y, professeur. Non, mais vas-y, si tu veux commencer. Mais vas-y, vas-y. Tire les anglais. Si tu veux, si tu veux, ça s'explique très bien. Il y a 2 questions dans ce que tu as dit. Il y a 2 questions. Il y a la question de comment on est arrivé à avoir une classe politique aussi nulle. Ouais. Et tu as la question, si tu veux, de comment tu arrives à dégringoler aussi facilement en si peu de temps. Je veux dire, c'était très facile. Moi, je veux dire, le jour, j'ai communiqué à l'appui. Le jour où elle est nommée aux Républicains, je dis une chose simple. Si elle arrive à complètement la fermer, elle sera au premier tour. Donne comme stratégie politique. Non mais, c'est évident. Le problème... Même si elle se la ferme et qu'elle sourit, il y a un problème quand elle sourit.
Oui, mais ça, c'est le syndrome aussi Gogolène Royal, etc. Je souris partout, disait Philippe Murray. Mais tu vois, comment on est arrivé à produire ces gens-là? Premièrement, désolé, quand un pays est plus souverain, il n'y a plus d'épreuve du pouvoir. Donc, il n'y a plus que des petits mecs et des petites nanas qui montent. Qui montent comment? Qui montent dans l'ombre les uns des autres et qui montent par le système de la médiocratie. C'est-à-dire, je suis nul, je dois prendre un nul au carré pour être sous mes ordres, parce que si je prends un bon, il va m'égorger. Et donc, à la fin, tu as le pourrissement 40 ans de l'échelle sociale, et donc, c'est nul, plus nul, encore nul. Et tu vois, comme la pyramide change de tête avec les années, tu vois, par roulement, et bien la base qui est de plus en plus nulle politiquement, monte et prend plus en plus nul autour d'elle, et à la fin, tu arrives à Douglas, Waf, Valérie Pécresse, et si tu veux, et qui gagnera entre les chiens de Pécresse et les rats d'Hidalgo, vous le saurez à la fin du match dimanche prochain. Ce sera les chats de Le Pen. Tu vois, voilà, et ce sera les chats de Le Pen. Vas-y, tu veux dire un truc? Oui, mais la raison principale, elle est donc à ta gauche. C'est le livre. Jacques que tu as Delors, posé. c'est lui, cet enculé? C'est lui qui a fait ça? Profondément, c'est ça qui se passe. En tout cas pour la gauche. C'est les Sasdem. Ouais, Puisque Anne Hidalgo est la candidate du parti dit de gouvernement. Bon, elle va faire un record historique, elle va faire en dessous de la salle. Ce qui va être génial quand même. Pour ce parti, c'est assez remarquable. Mais c'est censé être le parti de gouvernement de gauche. Il l'a été longtemps. Or, et pour faire bref, ce parti de gouvernement de gauche a abdiqué son travail de base. Quand on est de gauche, ce qu'on fait, simple, aux zincs du comptoir, t'es de gauche, c'est quoi? Tu t'occupes que l'hôpital fonctionne, que l'école fonctionne, que les salaires s'améliorent un peu, Voilà. il y a un peu plus de répartition du travail, et puis tu fais l'affrontement entre maximiser les revenus des travailleurs contre le mec de droite qui maximise les revenus du capital. Bon, sauf que eux, avec la volonté de Jacques Delors et de François Mitterrand, très tôt, dès 80, ce sont deux européistes et surtout fédéralistes européens convaincus. Chevènement l'a suffisamment clairement évoqué, et tous ces épigones derrière, qui ont écrit tout un tas de livres tout à fait sérieux là-dessus. Donc ils ont sacrifié le socialisme, donc cette partie-là de la gauche, à la construction d'une Europe, d'une Union européenne qui s'est avérée être néolibérale. Ouais. Donc c'est normal que d'élection en élection, de quinquennat en quinquennat, de législative en législative, de Jospin en François Hollande, en Flambie, à chaque fois ça s'érode, jusqu'à arriver... 1% quand même. Mais non, 95, quand Mitterrand est remplacé par Chirac, on n'est pas à 1%. Oui, mais attends, les socialistes. Il y a l'autre raison, et c'est l'explication pour la droite, pour Pécresse, c'est que Macron, il est la synthèse des 40 dernières années, et qu'il incarne un bloc bourgeois qui est caractérisé par l'atlantisme plutôt que l'indépendance nationale, privilège donné au capital sur le travail, privatisation plutôt que service public et consolidation de la résistance, même culture américaine, anglo-saxonne, plutôt que l'assimilation à la française. Ces gens-là, c'est ça ils représentent ça. Et donc, il a fédéré des gens qui étaient anciennement PS et des gens qui étaient anciennement LR. On l'a vu dans ses députés, dans ses ministres. Il a fait le taf qu'aurait voulu faire une époque Manuel Valls. Et il s'est retrouvé. Et quand on est de droite et que le gouvernement d'Emmanuel Macron, le Premier ministre, c'est Édouard Philippe, donc le Juppé numéro 2, Juppé, ouais. le ministre du budget, c'est Darmanin, et le ministre de l'économie, c'est Bruno Le Maire, t'as quand même du mal à expliquer que non, ils font pas exactement le même programme que nous. Donc ce sont des gens qui, depuis 5 ans, ne savent pas où ils vont, donc ils vont aux élections, ils trouvent un bel ami, ils font un truc totalement identitaire, et on va parler d'avortement, puis évidemment en face ils ont d'autres qui viennent de la gauche de gouvernement, qui comme ils sont d'accord aussi, puisqu'ils ont construit ça pendant 40 ans, cherchent des trucs comme des poissons qui étouffent parce qu'ils manquent d'oxygène, ils cherchent des sujets, les sujets sont toujours des sujets sociétaux, donc les autres les a rincés. Donc c'est normal qu'elle soit à 10, et à 10, c'est parce que c'est quand même le grand parti de la droite de gouvernement, que la France est plutôt de droite, qu'ils ont tout un tas d'élus partout, et que tout ça, c'est tout un tas de gens qui se tiennent, mais ils ont pris la voie du PS, c'est-à-dire, je pense, s'ils explosent pas après ces élections, ça sera la prochaine, où ils finiront pareil, dans je sais pas où. C'est un syndicat d'intérêt aujourd'hui, les Républicains. On va être très clair.
Emmanuel Macron, c'est quoi la sociologie du premier En Marche? 10% de gagnants au loto, l'énarchie de droite du PN et la nuit des seconds couteaux du Parti Socialiste. Ok? Point. Eh bien, la nuit des seconds couteaux ou des petits canifs des Républicains se prépare. Le nain Magyar, Les petits canifs ou Sarkozy, les petits canifs? les petits canifs. Le nain Magyar, avec son ancien acolyte, là, le multi, celui qui cumule quand même 12 mises en examen, bravo Jeannot, Monsieur Solaire, d'ailleurs En Marche à tous les traits d'ailleurs de l'ordre du temple solaire, maintenant on sait à quoi c'est dû. Et Solaire, qui est le principal conseiller de Macron à la captation des Républicains, lui et Sarkozy lui ont promis, tu m'entends bien, 60 députés sur 100. 60% du groupe parlementaire de passage de l'un à l'autre. Et le pire, c'est que Wauquiez, le peroxydé de Haute-Savoie, pense que sur son cheval invincible, il va revenir sauver la droite, encore un sauveur de la droite. Et sur combien de députés paraît-il? 40. Ce qui veut dire qu'il a acté que les 2 tiers du parti seraient avalés par la Macronie. Bon voilà, point barre. Qu'est-ce qu'ils ont de national aujourd'hui? Que dalle. En plus, Juppé et toutes les buts témoins du juppéisme, le Bossu, Raffarin, tout ça, a déjà trahi, et donc ils suivent. Et ils suivent quoi aussi? N'oublie pas que les Républicains ont un trait très particulier, c'est l'électorat le plus âgé de France. D'accord. Et donc, ils suivent leur classe d'âge. C'est pas Macron. Non, c'était les Républicains. Le problème, c'est que c'est un électorat friable, hein, chaque canicule et chaque hiver rigoureux. Et deuxièmement, c'est comme Macron, selon la phrase de Patrick Buisson, qui n'était pas tout à fait fausse, ce jeune candidat des vieux, eh bien, ils suivent leur électorat naturel. Donc, Macron, en fait, a, dans le temps, réussi son pari de tuer le PS et la droite. Il y en a plus. Sauf qu'il a un adversaire. Qui est? Édouard Philippe. Édouard Philippe fait le travail à droite, tout en étant chez Emmanuel Macron, avec son parti Verizon. Ah oui? L'Horizon, ouais. C'est pas une succursale de... Si, c'est une succursale, mais c'est une succursale maligne. C'est-à-dire que lui, il ramasse tous ceux justement de droite, du LR, qui débarquent là-bas, ou qui ont été déjà là-bas, plus certains de gauche, mais qui sont compatibles avec tout ça. Allez, on va faire simple. Édouard Philippe, son rêve, c'est d'avoir, lui, avec ses députés, la majorité à l'Assemblée nationale aux prochaines législatives, et d'obliger Macron à le prendre comme Premier ministre, rapide, là. Et de se retrouver dans... Non, ça fait un an qu'il fait ça. Non, mais il n'y a plus de temps, là. On sait même pas qui c'est, Édouard Philippe, la moitié des gens ont oublié. Il est rien politiquement. Les gens ont oublié. Non, et puis à chaque fois qu'il y a des sondages, personnage préféré des Français, ça ressort. De face, là. Non, mais vraiment. En tout cas, c'est son objectif à lui. Est-ce qu'il réussira, il réussira pas, je sais pas. L'énarchie de droite, hein, par l'intermédiaire de Juppé, c'est pas rien. Ouais. Or, en plus, le problème, c'est que justement, Macron fait tout pour avoir, c'est là où l'hypothèse de Georges est la meilleure, c'est que Macron fait tout pour avoir des ralliements directs, sans passer par Horizon, parce qu'il faut à tout prix débrancher le panda. Il faut à tout prix le débrancher. Pourquoi il va avoir le printemps républicain? 30 députés. Pourquoi il va avoir Chevènement? Il a besoin de troupes qui seront à lui. Donc des gens qui vont avoir des problèmes sévères avec le reste de la gauche, parce que quand même, bon... Pas de Chevènement, j'ai envie de chialer à chaque fois. Non, mais je sais, tout le monde, donc c'est un peu compliqué, mais donc ça fait l'effet d'Aïn après. C'est-à-dire qu'il coule avec le navire, avec le président. Une fois que tu as dit je suis pour Macron, donc effectivement, je te sais couper, mais il cherche à trouver des députés qui lui soient redevables à lui. C'est vraiment la force de droite qui va arriver. En tout cas, les deux hommes se portent une inimitié de plus en plus évidente. Et on sait exactement depuis quand. Grâce au Canard enchaîné, une lecture saine qu'a priori tu as à intervalles réguliers, ça date de l'acte 2 des Gilets jaunes. C'est-à-dire quand Édouard Philippe s'est barré, on ne sait toujours pas, personne ne sait où il était ce jour-là. Monsieur Castaner, qui était peut-être en surcapacité intellectuelle dans le poste qui était le sien, a failli faire une crise d'apoplexie devant le nombre de manifestants. Et donc, Emmanuel Macron avait quitté Paris. Et personne ne sait où était Philippe. Et le Canard enchaîné rappelle que les deux hommes au Conseil des ministres qui a suivi ont eu un échange plus que discourtois. À partir de ce moment-là, Macron s'est dit, toi, tu veux ma peau.
Les deux hommes se regardent en chien de faïence. Le problème, c'est que personne ne voulait la place d'Édouard Philippe, d'où à un moment le fait de faire bondir une porte de palais un tout petit peu trop fort. Et quand le butoir de porte a dit aïe, on a trouvé Jean Castex. Point barre. Qui est faible politiquement. Donc, Qui n'est rien. C'est gentil. c'est gentil. C'est gentil. On remercie Grunge qui vient d'offrir 5 subs dans le chat. Donc gros merci à toi. C'est-à-dire qu'il a offert des abonnements à d'autres personnes. Voilà, c'est un vrai geste de gauche. Mais alors attends, juste avant qu'on passe sur le sujet Mélenchon. Ou c'est un geste de dealer parfois. Ça peut. Écoutez la cam, on le remercie. S'ils aiment, ils pourront reconduire le mois prochain. Parce que pour moi, alors j'avais peut-être pas suivi le truc avec votre œil d'expert, mais pour moi, le mec qui allait revenir et qu'il a tellement pas senti cette fois-ci qu'il a envoyé une taupe qui s'appelait Michel Barnier, c'est Monsieur Wauquiez. Monsieur Wauquiez qu'on a entendu pendant 1 an être le nouveau héros de la droite. Il est où Lolo? Il avait été envoyé par Wauquiez pour privatiser certains thèmes et pour les tester. A priori, d'ailleurs, ça a Pourquoi Wauquiez n'y est pas allé, là, aux Républicains? Mais pour pas aller au carton. Pour pas aller au carton, il fallait envoyer quelqu'un face à Macron pour se faire essorer. Et de toute façon, Wauquiez sait très bien qu'il ne tient pas l'appareil. Entre les hommes de Bertrand, les hommes de machin, les hommes de trucs, il a besoin d'une bonne purge. Là, il a son prétexte pour la faire. Le plus compliqué, ça aurait été Michel Barnier. Oui, pour lui, oui. C'est Joe Biden à la française. Oui, tout à fait. Pour Macron, je veux dire? Ouais, ça aurait été plus dur là. Bah, il y avait aussi quand même Xavier Bertrand, qui aurait été le pire candidat de premier, mais qui au second tour aurait pu faire mal. Et... Xavier Bertrand, il a accepté de participer aux primaires de la droite parce qu'il est dans le livre des Parce qu'il Fossoyeurs. a cru qu'il y avait de la démocratie. Que non, parce qu'il est cité dans le livre des Fossoyeurs et qu'il est mort politiquement. C'est très embêté, c'est très compliqué pour lui là, ce qui s'est passé avec les EHPAD dans le Nord. Avec les EHPAD, ouais. Et de toute façon, il était dématé. Il teinte depuis la porte d'Orléans, donc bon, ça sert à rien. Non, mais Michel Barnier est un peu, comme disait Chirac, c'est pas le plus intelligent de nous tous. Qui a eu beaucoup de temps à apprendre l'anglais, mais voilà, il aurait fait qu'un seul tour. Il aurait pu fédérer justement la droite, cette droite-là autour de lui pour se réarmer. Il n'y a pas de casserole, il n'y a pas d'Alstom, il n'y a pas de trucs bizarres dans son affaire. Et puis il connaît l'international. Oui, et puis l'avantage de Barnier, c'est qu'il a testé. Il a testé des tas de thèmes, plutôt populistes nationales, ce qui était très drôle. D'ailleurs, on a tous vu que c'était un rôle de composition, puisque Barnier, c'est anti-France, par vocation. Mais il les a testés, pourquoi? Pour faire la place chaude à son patron. Pour dire, oui, dans notre électorat résiduel, ça passe. Bon, eh ben, je te le dis tout de suite, tu vois la campagne Wauquiez, tu as déjà les thèmes sur lesquels... tu vois la campagne Barnier, c'est les thèmes sur lesquels Wauquiez va prendre le parti. Et d'ailleurs, il l'a dit lui-même, dans une indiscrétion. Sa première cible, ce sera les réseaux Bertrand. La liquidation des réseaux Bertrand. Et une fois ça, il aura ses 40 députés, dont quand même des mecs qui sont pas totalement négligeables. Je pense à Marlex, je pense surtout à Aubert, des mecs qui sont pas totalement négligeables. Aucun rapport avec Jean-Louis. On passe au deuxième sujet, du coup. Enfin, la suite, toujours. Il y en a un qu'on n'a pas évoqué là-dedans, que tu connais très bien. La tortue, Mélenchon, à 15. Pas le cacher, je suis un peu trop proche de ta ligne pour l'avoir senti venir. Moi, je me suis dit que son pari de, on va dire, troquer une partie des souverainistes, quitte à ce qu'il ne soit pas dans son parti politique. En gros, troquer la ligne de 2017 contre une ligne plus communautaire, je m'en suis moqué de ce truc, mais il semblerait que ça marche. Il semblerait qu'il est à 15. Qu'est-ce qui se passe? Ça marche à moitié. Ça marche à 15 quand même. Ça marche pour être numéro 3, pour être devant Zemmour, pour être devant Pécresse, pour être devant le Parti Socialiste. Bon, c'est pas un miracle, mais quand même. C'est le troisième homme et il est à quoi? Il est à 1% du second tour? 2%? Parce que les autres sont catastrophiquement nuls. Et que c'est pas les bons, candidats. C'est simplement parce qu'il n'y a personne d'autre à gauche? Pas bon. Non. Hidalgo, c'est le pire choix possible. Jadot, franchement, il est pas très bon. Mais surtout pas très gauche. Les propres militants de LV disent que le problème, c'est qu'il est soporifique et ennuyeux à mourir. Il y a un minimum d'entraînement à avoir, ce en quoi Mélenchon est très fort. Et puis, il y a quelque chose qui n'a pas changé. Ok, sur les questions de souveraineté et sur l'Europe, on ne va pas revenir à ce que j'ai déjà expliqué, y compris ici. C'est sûr qu'il y a du changement. Et qu'il l'a fait pour pouvoir parler à une certaine gauche, qui justement peut voter, une partie de ceux qui avaient voté Hamon, tout ça, peut voter pour lui. Mais il y a une chose qui n'a pas changé sur les 3 élections présidentielles auxquelles il a participé. Et c'est bien
ce qui aurait dû être le travail de la gauche dont je parlais tout à l'heure, des socialistes, c'est de s'occuper des petites gens. Sur la question sociale, il n'a pas bougé d'un millimètre. Il est pour le droit. Sinon, il serait mort. Oui, c'est le sujet quand même principal de la France insoumise, du parti de gauche, et tout ça avant, c'est s'occuper des petites gens. Et il le répète suffisamment, de toutes les manières possibles et imaginables, et à juste titre d'ailleurs. Il faut augmenter les salaires, il faut qu'il y ait plus de médecins, il faut qu'il y ait plus de pompiers, il faut qu'on ait de l'argent dans le service public, bref. Alors, comme c'est le sujet numéro 1 et qui devient encore plus numéro 1, vu l'inflation, la hausse de l'énergie, des factures d'énergie, du pétrole, la guerre en Ukraine, ceux qui parlent bien de ce sujet-là ont nécessairement la faveur, et en particulier la faveur des catégories populaires. À Lens, là où j'étais candidat, c'est le prolétariat, le vrai, l'ancien, les mineurs, les ouvriers, ravagés, trahis, avec 35 ans par la gauche, ils vont pas voter Hidalgo, ils vont pas voter Jadot, ça sert à quoi en fait? Qui c'est ce con? Enfin, ça ne les intéresse pas. Ils vont voter quoi? Éventuellement certains, parce que voilà, ils sont tombés sur le manifeste du Parti communiste, on a un souvenir, ont voté Poutou, mais ils savent très bien que c'est suicidaire. Bon, il y a Roussel, mais Roussel qui a fait une très bonne campaine. Tu trouves? Comparé à Robert Hue, tous les trucs qu'il y avait avant. D'accord, si. Il a raison. Pour là d'où il partait, pour là d'où il part, entraînant un Parti communiste français en boulet dans le dos, oui, c'est pas mal. Et puis justement, il l'a fait très populaire, sur des valeurs ouvrières. La caricature, c'était cette histoire de on boit un coup et on mange de la viande. Mais il y a aussi toute la question sociale. Et là-dessus, Mélenchon est bon. Et vu que toute la gauche, tout mouillé, tout le monde ensemble, ça fait 25%, je ne vois pas pourquoi il serait pas à 15%, si les autres sont à 2%. Le PS est à 2%. Ce qui est bizarre, c'est qu'il soit qu'à 15%. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une partie de gens qui votaient à gauche avant, qui votent ailleurs. Et ils votent soit chez ceux qui sont les plus bourgeois, ils votent chez Macron, soit ils votent Marine Le Pen. Ou comme tu disais avant l'émission, il vote chez Jadot, puisque quand un électeur de gauche ne sait pas trop pour qui voter, en général, il a le réflexe de voter écolo. Alors, si tu veux, ça c'est un électeur très particulier. C'est l'électeur de la gauche ballon. C'est-à-dire, ce qui se retrouve dans l'électorat socialisant assez jeune. C'est-à-dire, je ne sais pas pour qui voter, résultat, ça fait monter la bulle écolo. Le problème, c'est que là, Jadot, ne veut pas faire campagne, ça se voit, il s'emmerde, il déteste le contact avec les gens. Lui, ce qu'il veut, c'est être dans une ONG de gauche, pour être au Parlement européen, avec toute sa petite cour. Moi, je l'ai vu au Parlement européen, t'as une armada de petites nanas qui le suivent, il est content comme tout, il est comme un coq en pâte, il veut y retourner, il en a marre. Pourquoi il est là alors? Mais pourquoi il est là? Déjà, premièrement, parce qu'il voudrait qu'Emmanuel l'appelle, déjà et d'une. Deuxièmement, parce que en plus, il n'a plus le choix, parce qu'on a voulu lui piquer le parti, et l'En Marche y a largement participé à créer le mythe Sandrine Rousseau. Alors, les fafounés identitaires pensent que c'est eux qui l'ont créé, c'est pas vrai. C'est une opération beaucoup plus lourde qui, avant tout, a manipulé une partie de la base, je dirais, ultra marginale des Verts, c'est-à-dire avec tous les gens qui confondent certainement psychanalyse et politique, et qui ont créé Sardine. Et malheureusement, comme quand on veut te piquer le parti, tu dois aller jusqu'au bout, parce que sinon, t'es mort. Ouais. T'es mort pour l'élection qui t'intéresse, qui, dans le cas de Yannick Jadot, sont les européennes dans 2 ans. Point. D'accord. Puisque, à mon avis, Macron va pas l'appeler pour une raison, c'est qu'il a plus de clébards que de gamelles. Bon, à un moment, tu rationalises le nombre de clébards. Parce qu'entre la moitié des Républicains qui demandent qu'à y aller, Pécresse elle-même qui commence à demander ses équipes de com de liker à peu près tout ce qu'il fait pour bien dire, et plus les arrivistes et les offres de tapinage, pour ceux qui suivent le compte Twitter de Manuel Valls, ça fait beaucoup. Point. Puis quand tu as eu Nicolas Hulot, le homard, Pompili et tout ça, c'est quand même... c'est dur, hein. C'est pas les meilleurs combattants que tu collectes. Ouais, c'est vrai. Donc du coup, Mélenchon à 15, je trouvais ça crédible, et c'est la nullité des autres. Et sa nullité, mais aussi parce qu'il est bon. Et il sur est ces bon, questions-là. mais... S'il parle plus d'hôpital et moins de créolisation, il marque des points. Bah oui. Ouais. Et son erreur, c'est suivre les lubies de ce qui fédère les écologistes, qui est la sortie du nucléaire, qui n'a absolument aucun sens. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui sont restées quand même, qui ont dû lui expliquer, mais c'est vraiment pas possible en fait. C'est pas possible, ça marche pas. Donc faut que les Français commencent à... Ça, c'est le truc qui peut lui peser un peu dans la campagne en fin de course. Mais je pense... Il peut pas revenir en arrière, c'est trop tard. Ah bah là, c'est dur. Si, il est revenu en arrière. D'abord, il en parle moins. J'ai regardé sur les derniers tracts, il n'y a plus un mot là-dessus. Zéro. Ah ouais? Ouais, et puis il dit, on va faire un référendum.
Et puis, Les Français décident. Donc en général, c'est que tu fais oh là là, Mélenchon on passe... est malin. Là, je parle sous le contrôle de Georges. Moi, ce que je pense vis-à-vis de Mélenchon, il y a 3 choses qui jouent pour lui. Premièrement, il est le dernier homme politique de la France classique. Ça rassure les gens, puisque Jean-Marie Le Pen n'est plus là. Oui. Alors, en plus, les journalistes mainstream ont fait la bêtise de lui cracher la figure. C'est quand il dit « Si quelqu'un attaque la France et que je suis président, la riposte sera immédiate et cruelle. » Ça lui a rapporté un nombre de voix, et même, je le dis, une réserve de gens qui, parce qu'il a compris la Ve République, se disent « Au moins, il ne sera pas un chef d'État en bois. » Ce qui était ce que disait une grande partie de ces réserves de voix potentielles, les souverainistes de droite de 2017, qui disaient « J'aime pas ces idées, mais au moins quand ils parlent, ça ressemble à la France. » Premièrement, il y a ça. Deuxièmement... Et en plus, ce que tu dis est vrai. C'est-à-dire, si, imaginons qu'il soit élu, il va faire partie de ce personnel politique qui, peut-être pas de la manière la plus acceptable par les gens qui sont bons l'exprimera, mais il dira « Merde, non. » Mais non. Il le fera. C'est son caractère. Donc, Oui. Ça s'entend, ça. Et je parle toujours sous ton contrôle. Je pense aussi, tu as vu quand même que les indigénistes n'ont pas de place. Moi, j'ai pas entendu Obono depuis des mois. Je n'entends pas Coquerel, qui est un indigéniste par ralliement. À la base, faut pas oublier que c'est un mec qui est quasiment passé par chez Chevènement. Donc c'est un mec qui est fluctuant. Et surtout, j'entends pas Clémentine Autain et toute la bande. Je l'entends quand même très peu parce qu'il sait qu'à chaque fois que ces gens-là parlent, résultat, il envoie qui dans les médias? Corbière et Catenen. En espérant que la femme de Corbière parle pas trop. Ça, si tu veux, c'est un autre débat. Mais si tu veux, il parle, oui, de la créolisation. Ce qui est drôle d'ailleurs, parce que pourquoi aussi je pense qu'il en parle, c'est parce que, et ça c'est une erreur qu'a fait une partie de la droite, pas des nationaux mais de la droite, c'est que l'équipe de campagne de Zemmour a eu un moment cette idée loufoque de viser Mélenchon, et donc et Mélenchon sort la créolisation pour contrer la théorie du grand remplacement, alors qu'en réalité c'est malheureux, mais c'est le même mot. C'est la même chose. Hein. C'est le même mot, la seule chose c'est qu'à ce moment-là, et Mélenchon et Zemmour ont commencé à baisser. Donc heureusement ils ont arrêté ces bêtises. Bon, malheureusement, là, parce que la campagne commence à lui échapper, Zemmour revient un peu là-dessus. Mais bon, ça, c'est comme ça. Et je pense qu'il y a un dernier point avec Mélenchon, c'est que, mine de rien, oui, alors il a un caractère coléreux, il a des tas de trucs, mais il apparaît encore comme un homme sain d'esprit et cohérent. L'avantage de Mélenchon, c'est qu'il parle à des gens qui sont encore habitués à une certaine cohérence. Et pour preuve, Poutine ne lui a pas coûté une voix. Pourquoi ? Parce que il a expliqué. C'est ce que Zemmour n'a pas pu faire, ou n'a pas su faire. Mais il a un avantage énorme sur la gauche à ce niveau-là. Tout ce sujet-là, sur ce qu'il défend, sur l'affaire ukrainienne, il le défendait en 2017. Bien sûr, on l'avait préparé. Donc il disait dans les débats, et à l'époque... beaucoup des journalistes atlantistes se moquaient de lui. Il disait, on a un souci, on n'a jamais fait de conférence de fin du RSS, les Russes, ils sont inquiets de ça, ça et ça, il est temps, avant que ça parte, et puis il y a d'autres problèmes de frontières, à chaque fois il le répétait, en 2017. Il faut faire une grande conférence sur la paix et la sécurité en Europe, sinon ça va cramer. D'abord, les choses ont donné raison à ceux qui défendaient, ce qui est mon cas, également ça, et ce qui est toujours le cas. C'est-à-dire qu'on a une hystérie en ce moment qui peut être compréhensible quand c'est des gens, monsieur, madame, tout le monde, qui voient des trucs horribles, des villes détruites. Mais quand tu es au pouvoir ou quand tu es autour du pouvoir, quand tu fais partie des médias et que tu hystérises les choses, alors qu'en face de toi, c'est pas la Libye ou la Serbie, c'est la deuxième puissance militaire mondiale. Donc tu peux pas gérer comme si tu gérais avec un autre pays en disant on va les sanctionner puis après les bombarder puis ça marche pas, tu peux pas. Donc il n'y a qu'une seule option, malheureusement, c'est comme ça, c'est de faire une grande conférence et donc contrairement à ce qu'on a pu croire, là t'as raison, ça apparaît comme sérieux parce que en réalité personne n'a envie que la planète pète. Donc il faut à un moment donné, il faut que quelqu'un dise les gars, on négocie pas avec des copains, on se disait l'autre fois, on va boire des coups. Donc il faut négocier. On se fait 13 minutes, je crois. On va se faire la conclusion.
Et je vous propose qu'on conclue en parlant d'un petit dernier sujet, une question que j'avais envie de vous poser. Est-ce que vous pensez que les affaires, la multiplication des affaires autour de Macron peut avoir un impact, c'est trop tard? Je vais te donner un exemple. Derrière l'affaire Alstom, et tout comme derrière l'affaire McKinsey, parce que derrière l'affaire McKinsey, tu as l'affaire BlackRock, tu as l'affaire machin, tu as l'affaire truc. Tu as ce qu'on appelle le pacte de corruption. C'est-à-dire qu'une partie de l'élite française, exactement ce qui avait eu lieu à la fin de l'Union soviétique, est en train de piller le pays. Ce qu'on avait appelé à l'époque la grande braderie à l'Est, pour reprendre le mot du sociologue Carnot. Bon, eh bien c'est ce qui est en train d'arriver à la France. Eh bien Macron connaît tous ces gens-là, c'est ceux qui ont payé sa première campagne et dont certains rechignent à payer la seconde. Eh bien il dit une chose simple, si vous ne me sauvez pas une extrémiste, vous tomberez avec moi. C'est le seul message réel d'Emmanuel Macron. Ouais. Les affaires, d'abord, je pense que c'est très partagé par la population, en particulier dans les catégories populaires, qu'il y a un pacte de corruption. Et il y a eu suffisamment d'affaires bien avant Emmanuel Macron, et ça a l'air de s'aggraver. Qu'on se souvienne les affaires de Chirac, à côté, bon, c'était sympathique, et ça rentrait dans... C'était de l'artisanat. Ça rentrait mais de l'artisanat existant. Oui, existant, mais ça rentrait dans l'acceptable pour le peuple. Bon, il ramasse un sur peu. local, tout au torchon, on était quand même sur du savoir-faire classique. Bah oui, il y a des une main au cul des vaches, une main dans le portefeuille. Bon, Ce voilà. côté, c'était très français, ça. Bon, les élites françaises, c'est un peu des pourris, mais ils savent bien nous entuber. Tu sais, on avait un peu ce respect des roublardistes de Mitterrand, des trucs comme ça. Là, c'est plus le cas. Non, mais encore une fois, c'est un peu la même chose qu'il y a dans d'autres pays, comme en Russie. Le gars, ok, il tape dans la caisse, il a aidé ses proches, mais c'est la France. En 2003, il dit niet aux Américains. Donc, on est un grand pays. Bah, bon, ok, qu'il ait des tapis pas chers iraniens, bon, on s'en fout. Mais après, on bascule dans des gens qui, en même temps, s'abordent le service public et s'en mettent plein les fouilles, mais en version colossale. L'affaire de Kadhafi a fait de la casse dans le peuple, l'affaire de Sarkozy. Et je pense que cette histoire de McKinsey, c'est juste une confirmation de ce que les gens pensent qu'il se passe au sommet du pouvoir. Et donc ça érode totalement et définitivement la légitimité d'Emmanuel Macron s'il est élu. Donc là, je suis d'accord avec toi, c'est que c'est pas sûr que ça a un effet immédiat, quoique ça pourrait avoir un effet s'il y a un second tour Macron-Marine Le Pen, parce que lui aussi peut avoir des abstentionnistes. Et des gens qui sont cadres d'entreprises supérieures, mais avec la version un petit peu protestante du truc, ils travaillent. Là, c'est trop, quoi. Non. Ils vont bouder, traîner des pieds et pas aller voter. Il peut y avoir une perte là-dessus, parce que écoutez, sur cette population-là. Tous les autres, ça n'a aucun effet. Mais ça a un effet à long terme, c'est que la légitimité est tellement faible que quand il y aura le mouvement social d'ampleur, et il y aura un mouvement social d'ampleur, c'est ce que moi je pensais quand j'étais encore candidat, et avant la guerre en Ukraine, que les factures d'énergie allaient doubler au tournant automne-hiver avant la guerre en Ukraine. Bien sûr. Ça, plus l'inflation sur les produits alimentaires, plus en fait le fait qu'il n'y a pas réellement de solution sur le front de l'emploi, solution pérenne et durable avec des bons salaires, ne peut que finir en mouvement social d'ampleur. Mais il sera déjà élu. Oui, mais c'est un peu comme moi je pense qu'on est en 1788. Il y a des gens qui ont alerté au sommet. Il y a eu des Necker qui ont dit au roi Louis XVI, alors Louis XVI n'étant pas que Emmanuel Macron, mais cette élite qui est là-haut, c'est trop. C'est-à-dire qu'il va falloir faire une réforme. Il faut faire une grande réforme. Oui, beaucoup moins. Il faut faire une grande réforme. Il y a trop qui est pris. Et sinon, ça va mal finir. Et je pense que ça finira mal, d'une manière ou d'une autre, lors d'un mouvement qui commencera avec ce qui commencera, comme Gilets jaunes. Que l'annonce d'un nouveau confinement ne suffirait pas à endiguer. Tu partages cet avis? Moi, je suis de l'avis de Georges. J'avais reçu il y a quelques années en conférence un jeune historien absolument brillant qui s'appelle Fadi El-Haj, qui avait écrit sur la fin de la noblesse aux éditions Passé Composé. La vidéo est toujours en ligne, mais lisez cet ouvrage, lisez-le, et lisez-le à haute voix face à des amis à vous qui ferment les yeux. Vous n'avez que des portraits de nobles décadents qui sont à la cour de Louis XVI, on est d'accord. Vous fermez les yeux, vous vous dites Barnier, Apathy, Schiappa, Darmanin, c'est-à-dire, les petits mecs appellent la destruction. C'est terrible, mais c'est comme ça. Or, le
Et encore, cela étant un peu plus saignant que ceux d'aujourd'hui. Hein. Mm. Or, je pense malheureusement que, et d'ailleurs ils nous l'ont confirmé, Georges a insisté sur la notion cardinale de ce qui va nous arriver, la notion de légitimité. Or, les chiens de garde de la Macronie, et parmi eux l'un des pires, M. Apathy, faut se méfier d'ailleurs quand on donne la puissance locutive à des mecs comme ça, parce que ça peut vraiment avoir l'effet porte de saloon. Mais il a dit oui, mais Gérard Larcher, triple sauce, a dit oui, mais Monsieur Macron est indifférent à la légitimité, mais en quoi? Mais la légitimité, est-ce que c'est si important que ça? La phrase de trop a été prononcée. Quand tu commences à te dire oui, mais la légitimité, finalement, je m'en fous. Parce qu'au passage, après, tu me rediras des leçons sur les tyrans sur les tyrans tropicaux, etc. Mais quand tu as dans ta tête que la légitimité n'est rien, que tu peux gouverner contre l'intérêt de l'histoire et contre l'intérêt des populations parce que on t'a donné par prédestination quelque chose, c'est-à-dire que l'inégalité est naturelle, que ton pouvoir ne t'a pas été conféré, que tu l'as parce que tu l'as de bon droit et de ton bon plaisir, bah là, la pente, elle est rapide à dévaler. Ouais. Bah, c'est une belle façon de conclure. Tu as quelque chose à rajouter? Non, moi c'est un de mes regrets de ne pas avoir pu être candidat jusqu'au bout. C'était un de nos sujets principaux, c'est la lutte contre la corruption, et qui est très très partagée. Alors pas immédiatement comme le niveau de vie et la question de santé, qui sont des questions essentielles pour les citoyens, mais ça arrive pas loin derrière, et dans les consciences, ça arrive pas loin derrière que tout ça s'effondre parce qu'il y a un pacte de corruption, et que ceux qui voudront redresser la France devront s'attacher à nettoyer les écuries d'Augias, mais bien profondément. Et avec beaucoup de Karcher. détergents. Beaucoup de Karcher, beaucoup de détergents. Ah, bah, pauvre Karcher, ils en peuvent plus qu'on utilise leur nom, Oui, ils ont ras-le-bol. Le pauvre. Merci à vous deux d'avoir été là. Merci à la régie, merci à tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine on a vu les petits soucis de son encore à régler, je crois, un petit peu, mais on va faire le travail maximum, bien sûr, au montage, un peu plus de montage et de post-prod, mais à terme, on arrivera à sortir les choses telles qu'elles sont, quels que soient les formats de live. Merci à tous d'avoir été là. Merci Cognac Jet. À vous les studios.